Donc il y avait 4 sessions ce matin. Une première sur l'organisation, l'évaluation de la formation, pardon, du point de vue de l'organisation et des formateurs, animée par Mathilde Barthes. Ensuite, une session sur l'évaluation de la formation du point de vue de l'apprenant, animée par Noémie Rosenberg, qui est juste à ma gauche. Bonjour Mathilde. Une troisième sur l'évaluation de la formation du point de vue de l'employeur, animée par Frédéric Després, qui a dû repartir et donc je vais faire la restitution à sa place. Et la quatrième sur l'évaluation de la formation du point de vue de l'apprenant à distance. Il n'y a personne ici à cette table parce que cette session était en fait une présentation. Or, les restitutions devant être plutôt des restitutions d'échange, il n'y a pas vraiment eu d'échange, c'était plutôt une présentation générale. Donc on vous renverra vers les supports de la présentation qui seront en ligne sur le site web de l'école. Mathilde, voulez-vous commencer ? Bonjour à tous. Alors, donc nous avons travaillé autour de la question comment garantir et évaluer la qualité des formations lorsqu'on est organisateur de formation ou formateur. Merci. C'est bon. On a travaillé en groupe autour de 3 questions qui se sont dégagées. Comment évaluer les formateurs ? Quels outils pour le correspondant formation ? Quels outils pour le correspondant formation ou pour le prestataire de formation pour évaluer les formations? Et puis, comment prendre en compte de manière systématique et comment essayer de minimiser l'écart entre les attentes et, des stagiaires et la formation elle-même. Alors, avec 2 angles d'attaque, souvent pour les participants, le côté organisateur de formation, enfin, le centre de formation organisateur, mais l'organisateur pouvant être aussi les BU qui organisent de la formation pour leurs usagers. Donc sur comment évaluer les formateurs, voilà, des éléments ont été apportés sur comment poser des questions aux apprenants pour évaluer le contenu et la pédagogie des formateurs, en essayant de voir comment on pourrait questionner très directement sur la prestation de l'intervenant, à compléter aussi par des questionnaires qui pourraient être réalisés à destination du formateur pour avoir des éléments sur la manière dont il a déroulé sa formation et dont il l'a construite. Voilà, donc questionnaire auprès des apprenants, évaluation en présentiel en venant aussi assister à la formation et questionnaire à destination du formateur. Ceux qui se sont interrogés sur les outils du correspondant formation pour piloter la formation ou du prestataire de formation qui a besoin aussi des mêmes types d'éléments pour construire et évaluer ses formations, ont été soulevés un travail à faire sur le recueil des informations sur la perception des formations par les stagiaires, un travail de sensibilisation de l'encadrement en question de formation continue. L'idée étant de réussir à faire en sorte que la formation soit une démarche conçue de manière globale à l'échelle du service et non pas une démarche individuelle ou ponctuelle et l'expression des besoins ne devant pas être un piochage de stages déjà existants dans des catalogues de formation. Donc comment faire pour sensibiliser l'encadrement à ces questions-là? En tout cas, travailler à ça. Et puis des échanges d'idées sur la manière d'évaluer a posteriori, à froid, l'impact des formations pour les stagiaires, pour les services, etc. Quelqu'un a proposé l'idée, déjà mise en œuvre dans son contexte à lui, d'un envoi d'un questionnaire aux commanditaires des formations pour évaluer les formations d'un temps relativement long écoulé, 6 mois, 1 an, avant la réunion la réunion annuelle qui permet de programmer les formations de l'année à venir. La question s'est posée aussi de mesurer l'efficacité de la formation au-delà du seul questionnaire d'évaluation lui-même. Voilà, et sur les écarts, comment réduire de manière un peu systématique et de prendre en compte l'écart entre les attentes et la formation. Voilà, comment réduire cet écart, avec quels outils ont été proposés, des idées sur l'envoi d'informations un peu ciblées sur les contenus de formation aux stagiaires, alors tous ou certains, en fonction de leur poste ou de leur profil d'apprenant, pour qu'ils se positionnent précisément sur la formation à laquelle ils s'inscrivaient. D'essayer d'imaginer une évaluation peut-être en cours de formation
pour voir comment adapter en cours de stage le déroulé de la formation pour des groupes qui sont toujours hétérogènes, et donc l'idée aussi de développer peut-être des pédagogies différenciées dans le cadre des formations. Alors, donc moi j'animais l'atelier sur l'évaluation de la formation du point de vue de l'apprenant. Et j'ai profité du fait que le public était finalement divisé en deux groupes, les DCB 27 d'un côté et les acteurs de la formation qui s'étaient inscrits à cette journée. Et notamment dans les DCB 27, ce qui m'intéressait, c'était les élèves qui n'avaient jamais eux-mêmes formé, n'y avaient jamais été en situation de formateur. Et donc, on a travaillé un petit peu autour de ces différents points de vue pour alimenter la réflexion. Alors, j'avais commencé quand même par un petit exercice où j'avais dégagé des petites... j'avais fait des petites cartes reprenant une quinzaine de critères d'évaluation de formation. Et j'avais demandé à chacun dans le groupe de hiérarchiser ces critères. Donc, voilà, des plus importants critères à prendre en compte pour évaluer la formation aux moins importants. Et en essayant de voir s'il y avait une différence finalement entre ceux qui n'avaient jamais formé, qui n'avaient jamais été formateurs, et ceux qui avaient été formateurs. Et alors le résultat de cette petite expérience, c'est que finalement ce sont des perceptions très très individuelles, et que finalement au sein même des apprenants, purs apprenants, et du point de vue des formateurs, c'était hiérarchisé de façon totalement différente. Donc c'est voilà, très individuel, et de fait les participants à cet atelier l'ont fait remarquer, les publics, et tu le faisais remarquer à l'instant, les publics des formations qu'on peut dispenser dans nos établissements sont souvent très hétérogènes, que ce soit en formation continue ou même dans la formation des usagers, sauf dans le cas où on a des groupes déjà constitués d'étudiants d'un même niveau. Donc dans l'évaluation, c'est pas simple à prendre en compte, et ça je pense que les personnes qui étaient à cet atelier et qui sont formateurs en ont bien conscience. Quand ils analysent les évaluations de leur formation, ils ont bien conscience que le public est hétérogène et que les attentes sont forcément très variables d'un individu à l'autre. Donc voilà, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de distance par rapport à ça, et une prise de conscience. Une différence à faire également, donc selon le type de formation, les attentes ne vont pas être les mêmes sur des formations longues ou des stages de courte durée. D'ailleurs, je pense que cet atelier était un bon exemple entre des professionnels qui étaient là et qui avaient des attentes peut-être très concrètes par rapport à cette journée, à cet atelier, et mes collègues élèves conservateurs qui voilà, n'avaient pas forcément les mêmes attentes, puisque ils ont été inscrits d'office et étaient obligés d'être là. Mais de fait, on est tous confrontés à ce type de situation dans nos métiers. Donc, je confirme qu'en tant que formateur, c'est pas forcément très évident d'arriver à prendre tout en compte. Sinon, il y avait une perception assez étonnante sur l'évaluation. Les formateurs qui étaient là dans cet atelier avaient vraiment le sentiment que les personnes qu'ils formaient, les apprenants, répondaient assez volontiers à leurs évaluations, qu'il y avait vraiment une participation assez volontaire pour dire du bien des formations, mais aussi pour apporter des critiques. Du côté de mes collègues élèves, c'était un petit peu moins franc, peut-être, une motivation qui n'est pas toujours simple à trouver pour répondre à l'évaluation des formations. Bon, parfois le temps passe, on se souvient plus bien, et puis voilà, puis le format n'est pas forcément adapté. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler pour essayer de motiver l'apprenant à répondre, trouver le bon format, trouver le bon timing, les bonnes questions aussi, parce que de leur part, il y a quand même une volonté de participer à l'amélioration de la formation, et ça s'est vraiment retrouvé dans l'atelier, de part et d'autre, des apprenants et des formateurs. Il y a vraiment une prise de conscience, enfin, en tout cas une certitude que l'évaluation elle est indispensable pour améliorer la formation et pour servir au suivant. Même si on sait que c'est une formation qu'on va suivre qu'une fois, volontiers, on peut participer à l'amélioration de la formation. Encore faut-il trouver les bonnes modalités d'évaluation. Par contre, ce qui est
étonnant, je ne sais pas si c'est étonnant, parce qu'en fait moi j'avais lu évidemment des petites choses avant d'animer cet atelier. Il n'est pas spontanément ressorti le fait de faire participer les apprenants au dispositif d'évaluation. C'est-à-dire essayer de les faire participer à élaborer un questionnaire en commun, essayer de travailler ça avec eux. Donc moi j'avais lu cet exemple qui avait été fait dans une université de focus group organisé avec des étudiants pour élaborer ensemble le processus d'évaluation des formations. Donc ça, c'est pas quelque chose qui semble encore vraiment intégré ou au centre des préoccupations. Donc voilà, peut-être que c'est une piste de réflexion, parce qu'il y a quand même cette volonté d'améliorer cette évaluation, en essayant de trouver aussi d'autres modalités. C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup sur le mode du questionnaire, qu'il soit à chaud ou à froid, mais j'ai senti chez les professionnels qui étaient là l'envie de chercher peut-être d'autres formes qui sortent un petit peu du cadre classique du questionnaire. Voilà, et puis une attention aussi particulière à toute la préparation des formations, où en fait les formateurs sont bien conscients que l'évaluation de la formation, elle va dépendre aussi de comment cette formation a été préparée. C'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif d'information de l'apprenant en amont, bien décrire les formations, bien décrire les objectifs, essayer de déceler les attentes des apprenants avant, et que tout ça, en fait, va permettre une évaluation la plus pertinente possible de leur formation. Voilà, donc ça semble tout à fait intégré, en tout cas par les professionnels. Et je crois que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié 2-3 petites choses, n'hésitez pas à compléter. Bien, merci. Donc, troisième session, cette fois-ci plutôt le point de vue des employeurs. Donc la formation du point de vue des employeurs. Nous sommes d'abord repartis d'une... Donc là, effectivement, c'est encore une fois un ensemble d'échanges entre une vingtaine de personnes, dont la moitié d'élèves conservateurs stagiaires et l'autre moitié de professionnels en poste. Nous sommes d'abord repartis des attentes, des attentes qui sont nécessairement différentes en fonction du type de la formation, c'est-à-dire que on va pas avoir les mêmes attentes, l'employeur va pas avoir les mêmes attentes s'il s'agit de formation initiale ou s'il s'agit de formation continue. Et de formation initiale au pluriel, puisque au sein d'organismes ou d'établissements, il va y avoir des types de personnel qui sont extrêmement différents également, et donc avec des formations particulièrement différentes les unes avec les autres. D'abord, formation initiale, donc quelles sont les attentes de l'employeur? Eh bien, l'adaptation au poste, la capacité à prendre son poste pour l'agent. Et comment est-ce que l'employeur peut travailler là-dessus? Tout simplement en travaillant avec un échange auprès des organismes de formation, par le biais d'enquêtes, par le biais d'une participation au conseil de perfectionnement, par le biais également de participation à différents stages ou des gestions de projets, ou encore par le biais, et ça c'est notre collègue belge qui le rappelait, par le biais du réseau des anciens, sur lesquels il s'appuie notamment en Belgique et également dans nos établissements, mais ça n'était pas revenu à ce moment-là. Il a été expliqué également à ce moment-là que les collègues sortant d'une formation initiale arrivaient souvent avec, en tout cas c'est ce que disait l'animateur, avec une culture professionnelle aboutie, mais une connaissance de l'environnement professionnel qui était peut-être moindre, et qu'ils expliquaient par le fait que cette connaissance de l'environnement professionnel se faisait justement dans les établissements, notamment via des dispositifs plus aboutis comme des parcours intégration ou des parcours d'accompagnement qui durent dans le temps. Avec un suivi régulier, notamment au niveau de cette prise de poste, visant par la suite une amélioration continue des compétences pour une meilleure adaptation aux besoins du service. Du coup, la question se posait qu'il y avait peut-être, en tout cas la remarque se posait qu'il y avait peut-être un manque de retour à 6 mois ou 12 mois après la prise de poste pour savoir où on en était vraiment, donc du point de vue de l'employeur vis-à-vis de ses agents, 6 mois ou 12 mois après cette prise de poste, savoir où on était vraiment vis-à-vis de cette prise de poste. Est-ce que les compétences attendues étaient présentes ou pas? Est-ce qu'il y avait ou non un besoin de complément de formation ou pas? Ce que M. Després appelait un service après-vente de la formation.
Concernant maintenant la formation tout au long de la vie, il expliquait qu'il y avait 3 types de formation selon lui. D'abord, une adaptation à l'évolution des métiers de manière générale. Ensuite, une préparation à une évolution individuelle de chacun sur son profil de poste. Et enfin, un ensemble de formations plutôt strictement personnelles, sans lien réel avec les fonctions exercées. Donc pour répondre à ces besoins pour l'employeur, l'important est surtout de repartir du projet d'établissement et de service, et c'est de là qu'on arrivait à définir quelles étaient les attentes et les besoins. La formation ou l'évaluation n'apparaissant uniquement que comme un outil à mettre au service justement de l'établissement. Ces besoins, on pouvait les détecter également via les entretiens professionnels, les entretiens annuels d'évaluation. Même s'il a été rappelé qu'identifier des besoins de formation nécessitait de la compétence en soi et que ce n'était pas quelque chose qui était simple et aisé de la part des encadrants. Quoi qu'il en soit, le rôle de l'encadrant est vraiment primordial. Le rôle de l'employeur est important puisque c'est cet employeur qui permet, avant le départ en formation, de définir avec l'agent quelles sont les attentes de l'employeur et surtout au retour de la formation, de définir également quels étaient les attendus de cette formation et comment est-ce qu'on pourrait les mettre en place. Mais d'une manière générale, il a été reconnu qu'il y avait peu d'évaluations qui étaient faites au retour de la formation par les employeurs. De quel type d'évaluation on peut parler? En fait, on a parlé de 4 niveaux d'évaluation. Un premier niveau de réaction, est-ce qu'on est content ou pas de la formation qu'on a suivie. Un deuxième niveau d'apprentissage, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on sait de cette formation au sortir de la formation. Un troisième niveau comportemental plutôt, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique au retour de la formation. Et enfin, un niveau autour des résultats. Est-ce que, à quel point en fait les résultats de la formation correspondent à ceux visés par l'organisme. Enfin, il a été rappelé l'importance de la formation en intra, qui permet vraiment d'accompagner le changement pour les institutions, qui est beaucoup moins stigmatisant pour les agents et qui permet enfin de constituer un collectif de l'ensemble des agents. Tout cela en fait pour rappeler surtout que l'importance vraiment pour les employeurs de bien déterminer leurs attentes avant d'envoyer les agents en formation. Je disais tout à l'heure 3 types de formation pour tout ce qui est formation tout au long de la vie, adaptation à l'évolution des métiers et préparation à l'évolution individuelle des agents. Il y avait également tout ce qui est formation strictement personnelle, donc sans lien avec les fonctions exercées, et c'est là-dessus qu'on a terminé la session. C'est assez compliqué de savoir comment est-ce qu'on envoie des agents suivre des formations qui n'ont pas de lien avec le projet de service ou le projet d'établissement. D'autant qu'envoyer un agent en formation, il y a une question de coût derrière, il y a une question également potentiellement de perte de compétences si l'agent part par la suite pour l'établissement. Et il a été répondu que, en fait, souvent, on voyait au cas par cas la façon dont on pouvait répondre à ce genre de demande, en fonction également du type d'agent, si c'est des agents contractuels ou titulaires. Par exemple, s'ils ont des besoins de se former pour des concours, tout ça, ça participe de l'évolution de carrière, par exemple. Donc c'est plus facile de dire oui pour ce genre de choses. Et sinon, c'est vraiment au cas par cas que cela va se résoudre, notamment lorsqu'on parle de formation de développement personnel, d'une manière plus générale. Mais l'importance ce sur quoi il fallait revenir, c'était l'importance d'un sentiment d'équité au niveau de l'établissement et non pas des simples services, d'une part. Et l'importance également des commissions formation qui permettent de trancher ce genre de choses. Et en même temps, faciliter le développement personnel pour les agents, tout cela participait de l'attractivité de l'établissement. C'était un outil de reconnaissance des collègues et donc il ne fallait pas du tout mettre ce genre de formation de côté. Voilà.